Un iceberg. 90% est invisible, enterré, silencieux. Vous pensez connaître le pouvoir. Vous voyez ses discours, ses drapeaux, ses présidents. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui le soutient, ses fondations, ses bâtiments, ses symboles. Pour comprendre le pouvoir moderne en Afrique francophone, il faut regarder là où personne ne regarde vraiment. Les palais. En 1958, la France est à bout. Son empire colonial se fissure de partout. L'Indochine est perdue. L'Algérie brûle. L'Afrique réclame sa voix. Alors Paris change de stratégie. On ne parle plus d'empire, on parle de communauté française. Un mot rassurant, un mot moderne, mais un système très précis. Les territoires deviennent des États, les drapeaux changent, les hymnes aussi. Mais les circuits de pouvoir restent intacts. La monnaie, les bases militaires, les réseaux politiques, les élites administratives. La domination change de visage, pas de structure. En Côte d'Ivoire, un homme incarne ce moment charnière. Félix Houphouët-Boigny, ancien planteur, ancien syndicaliste, ancien député à l'Assemblée nationale française. Il connaît Paris, il en maîtrise les codes, il en comprend les peurs. Houphouët ne veut pas la rupture, il veut la stabilité. Pour lui, l'indépendance ne doit pas être une fracture, mais une transition. Et pour incarner cette transition, ils font des symboles forts. Abidjan n'est pas une capitale historique, c'est une création, une ville portuaire, un carrefour économique, une vitrine. Le plateau est dessiné comme un centre de pouvoir moderne, rectiligne, administratif, lisible. Mais un État nouveau ne peut pas gouverner depuis un ancien bâtiment colonial. Il lui faut autre chose, un palais. En 1957, le projet est lancé. Officiellement, il s'agit de modernisation. En réalité, tout converge vers un seul bâtiment, le palais présidentiel d'Abidjan. Les architectes viennent de France, formés aux beaux-arts, héritiers de la rigueur classique. Le cahier des charges est clair, rapide, monumental, international. Le chantier est titanesque, jusqu'à 2400 ouvriers par jour. Béton armé, matériaux importés, marbre, verre, acier. Le coût est colossal, plus de 1% du PIB national. Dans un pays où l'accès à l'eau, à l'éducation et à la santé reste limité. L'architecture surprend. Aucune référence au palais traditionnel, aucun symbole local fort, aucun langage vernaculaire. Ce palais aurait pu être construit à Rome, à Paris, à Brasilia. Il ne raconte pas l'histoire du pays. Il projette une ambition, un État moderne, centralisé, vertical. À l'intérieur, le luxe est assumé. Tapisserie de Jean Lurçat, œuvre de Le Corbusier, peinture de Bernard Buffet. Un tiers du budget est consacré à la décoration. Le message est clair. La Côte d'Ivoire joue dans la cour des grands. Août 1961, premier anniversaire de l'indépendance. Le palais est inauguré. Les caméras sont là, les diplomates aussi. Robert Kennedy traverse les jardins. Le monde regarde. Ce bâtiment n'est plus seulement ivoirien. Il est international. Il dit « Nous sommes là, nous comptons ». Mais le temps transforme les symboles. Les crises arrivent, les tensions montent, les guerres civiles éclatent. En 2011, le palais est bombardé. Il devient cible, puis forteresse. Le symbole du pouvoir devient un enjeu militaire. Et pourtant, le palais survit. Il est restauré, protégé, sécurisé. Car détruire un palais, c'est reconnaître une rupture. Et le pouvoir, lui, préfère la continuité, même affaibli, même contesté. Les régimes passent, les présidents changent, mais les palais demeurent. Ce sont eux, les vrais témoins du pouvoir.
des icebergs de béton et de pierre, dont l'essentiel reste toujours sous la surface.